de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau Monsieur Youssou Diallo. Il est le président du Club Sénégal Émergent et président du conseil d'administration de la Sonacos SA. Bonjour et bienvenue, Monsieur Diallo. Bonjour, madame. Je vous remercie de l'invitation. Youssou Diallo est mon nom commun. Mon nom propre, c'est Youssoufa. Youssoufa Diallo. Bon, mais Youssou, tout le monde connaît Youssou. Donc, oui. Je vous remercie de l'invitation. Merci et je salue l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de la chaîne Walfadjri, la chaîne du peuple. Ah oui, la voix des sans-voix. Oui. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. Alors, Youssoufa Diallo, oui. Vous êtes économiste sorti de l'ENA, faisant partie de la promotion de 1987, ancien conseiller technique du président Abdoulaye Wade et plusieurs fois directeur de cabinet dont les ministères de l'Environnement, de la fonction publique et de l'économie maritime. Présentement, vous êtes le président du conseil d'administration de la Sonacos SA et président du Club Sénégal Émergent. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui, je crois que c'est suffisant, à part que j'ai été aussi conseiller spécial du Premier ministre. À l'époque, c'était Souleymane Ndéné Ndiaye. Je l'ai été au moins pendant 2 à 3 ans. L'homme qui a le plus duré à la tête de la primature du temps du président Wade, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Oui. Alors, l'honorable député Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, estime que le pouvoir voudrait entacher son casier judiciaire. Partagez-vous avec lui cette crainte? Oui, je crois que c'est Ousmane Sonko, c'est un peu l'arroseur arrosé. Parce que je crois que celui qui a déclenché les hostilités, ça a été Ousmane Sonko. Vous vous souvenez, on s'est réveillé un beau matin. Je crois que l'ensemble des quotidiens avaient titré Mamour Diallo détourne 94 milliards. Vous vous souvenez? Oui. Et quand vous avez été une fois dans votre vie diffamé, et que cette diffamation soit portée dans les unes de la presse nationale, ce que cela fait chez un homme. Mamour Diallo est un chef de famille. Mamour Diallo est l'époux de quelqu'un, ou de quelqu'une. Oui. Mamour Diallo a des parents. Mamour Diallo a des amis, mais aussi il a des ennemis. Donc il a un honneur, une dignité à sauvegarder. Donc quand vous vous introduisez dans une telle situation, on ne sait à quelle fin, oui. Aujourd'hui le dossier a évolué et je crois que la terre semble se dérober sous les pieds de M. Sonko. Et je crois que dans la stratégie de victimisation à laquelle il nous a habitués, il est en train encore de faire une espèce de fuite en avant pour montrer qu'en fait c'est un régime qui veut le liquider, oui. Que nenni. Il a même dit, qu'il n'a pas affaire à des adversaires mais à des ennemis. Non, non, ce n'est pas vrai, ça c'est une très mauvaise conception de la politique. Vous savez, le plus dangereux en politique, c'est de diriger la colère, diriger l'outrance verbale et même la haine en démarche ou en ligne politique. C'est très dangereux. La politique est un jeu de gens fair play. En tout cas, moi, pour ce que j'en sais, l'essentiel des hommes politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, en privé sont des amis, ont les meilleures relations du monde. Ils savent que c'est la politique qui les oppose par moment, et c'est aussi par moment la politique qui peut les réunir. Donc, ne serait-ce qu'en prévision de l'avenir, oui. Il est bon d'avoir des comportements un peu du juste milieu, des comportements relativement modérés. Et parce que les conséquences, la politique est imprévisible. Vous le voyez trop radical? À la limite, même, je ne dirais pas trop radical, parce que le radicalisme n'est pas mauvais. Parce qu'en politique, surtout pour quelqu'un qui vient d'installer un parti politique, l'offensive est une excellente chose en matière politique et surtout en matière de communication. C'est très important. Oui. Mais à force d'attaquer, et surtout qu'on n'a pas beaucoup de force, on risque en fait de s'épuiser. Et je pense qu'il est entré en politique pour demain envisager de gouverner le Sénégal. Oui, il est... Et entre un parti, oui. Un parti d'opposition doit évoluer pour devenir un parti de gouvernement.
Ça veut dire être un parti d'alternative. Donc, qui se soucie moins des détails. Ça veut dire des questions crypto-personnelles que des questions globales, des questions qui concernent la nation dans son entièreté. Donc, les préoccupations des Sénégalais. Je ne pense pas que certaines attaques crypto-personnelles et de surcroît non fondées puissent avancer à quelque chose. Et je crois qu'il est au-devant d'un danger personnel. Et là, ce n'est pas l'État ou l'Assemblée nationale qui va lui tomber dessus. Je crois que c'est le citoyen Mamour Diallo qui va... Qui n'est pas n'importe qui dans l'appareil étatique. Mais non, en tant que personne humaine, en tant que chef de famille, en tant que citoyen ayant un honneur à sauvegarder, mais c'est Mamour Diallo qui va lui tomber dessus et qui risque de ne pas le rater parce que l'attaque a été vraiment foudroyante. Oui, mais et je crois que même Mamour Diallo n'est plus le directeur des domaines. Bien sûr. Parce que la clameur qui a suivi les accusations de Sonko a été tellement forte, a eu tellement d'écho, que je crois qu'au niveau des pouvoirs publics, à un moment, on s'est dit effectivement peut-être que essayons de permettre le règlement, en tout cas de cette question sur le plan judiciaire. Peut-être, pourquoi pas, demain, si Mamour Diallo a été réhabilité, pourquoi ne pas le réhabiliter à son poste ou à un poste un peu plus élevé. Donc voilà un peu le problème. Maintenant, il y a un autre problème aussi. Oui. Parce que vous savez que depuis quelque temps, il y a ce qu'on appelle la décrispation politique. J'en arrivais. Voilà. Dans un contexte où le chef de l'État prône l'apaisement dans l'espace politique, est-ce que incarcérer ou bien poursuivre Ousmane Sonko serait judicieux? Je vais répondre à cette question, mais là où je veux en venir, parce que vous savez que les Wolofs disent « Yafi ses motafolo ». Il y a un espace qui avait été libéré par les circonstances de la politique, par Karim Wade, par Khalifa Sall. Par la faute de Et cet espace... Qui l'a favorisé, c'est le chef de l'État. Ça, c'est discutable. Mais je poursuis mon raisonnement. Il y a un espace qui avait été libéré par ces deux. Et Sonko s'y est bien engouffré à tel point qu'il est arrivé troisième à l'élection avec un score qui est très respectable pour quelqu'un qui venait pour la première fois d'être candidat à une élection présidentielle. Mais la clameur est revenue avec la décrispation. Abdoulaye Wade et Macky Sall se sont réconciliés. Khalifa Sall est sorti de prison. Et puisque il vit de communication et des médias, mais les médias ne parlaient plus pendant au moins 10 jours de Sonko. Alors il fallait créer aussi une espèce de buzz pour revenir au devant de la scène en termes de communication. Je crois que beaucoup de gens ne voient pas la question un peu sous cet angle-là. Mais c'est avec la complicité de l'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée nationale a son agenda. Avec cette commission qui doit rendre compte du travail qui a été fait autour de ces 94 milliards. Oui, mais la commission s'est réunie, ils sont réunis à huis clos, personne ne sait ce que cette commission... De toute façon, la commission rendra public son rapport. Ouais. Mais je crois qu'il a pu avoir ébruitement, et surtout qu'il est député. Donc, par A plus B, il a été informé. Et d'autant plus que d'ailleurs, en portant plainte contre Mamour Diallo, il n'a pas porté plainte contre Mamour Diallo, il a porté plainte contre X. Alors qu'il dit à tous les Sénégalais, je porte plainte contre Mamour Diallo. Donc vous savez, on ne peut pas jouer avec l'honorabilité et la respectabilité des gens, des citoyens. Donc les gens ont beau s'indigner, parce que la politique est presque le moyen de tout laver. On veut tout laver par la politique. Quand vous êtes accusé, même quand les faits sont contre vous, vous invoquez la politique. Non, c'est un dossier politique, c'est une question politique, etc. On veut me liquider, on veut m'empêcher d'être candidat en 2024. Non, on n'est pas encore en 2024. On ira bientôt, après peut-être les assises nationales, aux élections locales. Il va falloir encore prouver les résultats de la présidentielle. Ensuite, on va aller à l'élection législative. Donc, il y a des chemins à faire sur le plan politique avant la prochaine présidentielle. Maintenant, sur la décrispation et la volonté de liquider Sonko, je vous l'ai dit tantôt, je crois que cet agenda-là n'est ni l'agenda du pouvoir, ni encore l'agenda de la majorité présidentielle. Serait-ce judiciaire d'entamer des poursuites judiciaires contre Sonko qui est arrivé troisième à la présidentielle?
Non, mais il n'y a pas de poursuite. Ça donne des relents politiques à cette affaire. Il n'y a aucune poursuite actuellement. Il y a une commission d'enquête. On a dit, il a accusé quelqu'un d'avoir détourné 94 milliards des Sénégalais. L'Assemblée nationale a cru bon de devoir mettre en place une enquête. Cette commission a fait son travail. Cette commission est en train de finaliser le travail, de dégager ses conclusions et de rendre le rapport public. Et je crois que le rapport n'étant pas favorable à M. Sonko, il est en train aujourd'hui de faire ce qu'on appelle du porte-presse. Et le porte-presse au plan politique, c'est celui qui a un peu le plus d'écho. En entamant, oui, une tournée en Casamance, est-ce que la peur ne va pas changer de camp, puisqu'on sait que c'est une région assez sensible? Non, mais je ne mettrai pas le jugement parce que c'est une zone, la Casamance est une région assez sensible et vous voyez un peu le caractère spécieux de la démarche. Parce que qu'est-ce qui aujourd'hui... C'est le fils qui va chez lui. Non, mais vous savez, il y a d'autres arrière-pensées. Mais bon, c'est un peu jouer à se faire peur. De toute façon, le Sénégal est un état de droit. Nous avons des institutions fortes. Le processus de paix en Casamance aujourd'hui avance allègrement vers une réconciliation totale et une paix définitive. Et je crois que ce ne sont pas un peu les élucubrations ou les soubresauts d'un leader politique qui vont un peu gâcher cela. Oui. Comme on est dans le terrain politique, est-ce que les retrouvailles Wade-Macky auront un impact surtout positif dans le dialogue national? Non, je le pense. Je le pense parce que pour d'abord ce que représentait Abdoulaye Wade au plan politique, mais surtout au plan moral dans ce pays. Parce que Abdoulaye Wade, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, tout le monde le respecte. Et dans le cœur, comme je dis souvent, de chaque Sénégalais, il y a une part d'affection pour Abdoulaye Wade. Et la réconciliation entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade était une réconciliation souhaitée, voulue par toutes les personnes de bonne volonté et toutes les personnes qui veulent qu'il y ait de la paix et de l'entente au Sénégal. Et je crois que à la condition que, bien sûr, le PDS et surtout son leader sache que l'intelligence politique dicte aujourd'hui d'aller vers le dialogue national. Vous parlez de quel leader? Du président Wade ou bien? Du président Wade. Oui. Parce que la grâce présidentielle est un premier pas dans la décrispation politique. Une autre phase, parce que je sais, Karim Wade et Khalifa Sall sont des hommes politiques. Et ils veulent jouir de tous leurs droits civils et politiques. Ouais. Et le dialogue national va constituer une étape fondamentale dans le processus de décrispation définitive sur le plan politique, pour ne pas parler d'amnistie. Donc ce sera le dialogue des compromissions, comme le dit souvent Ousmane Sonko. Non, d'ailleurs, sur ce plan, il n'a pas le courage de dénoncer le dialogue national. Parce que vous savez, en politique, on a besoin d'alliés. Et le fait qu'à un moment, Abdoulaye Wade l'ait adoubé a contribué à le crédibiliser au plan politique. Ouais. Et si aujourd'hui, il prend le risque de se démarquer d'Abdoulaye Wade, aussi de Khalifa Sall qui est au niveau quasiment de sa mouvance du dialogue national, mais que lui restera-t-il en termes d'alliés? À moins maintenant de prendre date avec l'avenir, parce qu'il a deux choix. Soit de s'inscrire dans une perspective d'un parti de gouvernement, d'un parti alternatif qui va aborder les grandes questions sénégalaises, oui, et faire des propositions et dire que moi peut-être je prends date dans 10 ans pour être président de la République. En ce moment, il développe systématiquement un discours anti-système. Un discours radical dur en disant que tous ces gens-là sont pareils. Comme font d'ailleurs les anti-systèmes dans les différents pays que vous voyez. Ouais. Mais on a vu que ce qu'on appelle les anti-systèmes, on a vu par exemple l'histoire en France, le Parti communiste français à un moment avait presque le tiers des électeurs français voté pour le Parti communiste français. Mais à force de dénonciation, d'outrance verbale, etc.,
avec Georges Marchais, le parti communiste français a aujourd'hui quasiment disparu. C'est le cas, par exemple, de partis comme le Front National, etc. Parce que c'est des partis qui vont arriver aux environs de 20%, après qui, si ce radicalisme continue, qui vont s'effondrer. Mais Marine Le Pen est à la tête du peloton en France. Oui, il a la peine à la tête, mais il va s'effondrer. C'est inéluctable. Parce que il y a un électorat souvent protestataire qui porte ces gens-là. Trump n'aurait pas été porté par le Parti républicain à un moment où l'Amérique connaissait la crise qu'elle a connue, surtout en termes de valeurs et de système. Il ne serait jamais venu. Et aujourd'hui même, au niveau du camp républicain, les gens sont gênés et il n'est pas rare que les gens même s'opposent à lui. Donc, M. Sonko a besoin aujourd'hui, je crois que de faire preuve de beaucoup plus de discernement. De savoir que bien sûr, il a été victime d'une certaine situation, qu'il a révolté, qu'il a poussé à se positionner sur le plan politique. Cela lui a rapporté des dividendes, mais il va falloir qu'il sache bien gérer les dividendes. Au lieu de se lancer dans la voie actuelle dans laquelle il est, risque d'être une voie sans issue. Et les gens qui sont avec lui risquent de le quitter. Parce que maintenant, on n'est plus dans des systèmes où on peut prendre le pouvoir par la violence. Maintenant, c'est la voie pacifique pour prendre le pouvoir. On doit aller voter pour savoir lequel d'entre les Sénégalais va nous diriger. Est-ce qu'il a ces intentions, prendre le pouvoir dans le conflit? Non, je dis, je dis dans le général, on a dépassé l'époque des insurrections ou des révolutions populaires. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un système démocratique où la dévolution du pouvoir se fait de manière pacifique à partir du suffrage des citoyens sénégalais. Et les citoyens sénégalais, il ne faut pas les apeurer ou leur faire peur. Il faudrait se situer dans une démarche acceptable pour les citoyens sénégalais, même si on est dans le cadre d'une démarche anti-système, parce que le Sénégal n'est pas n'importe quel pays. Nous avons un certain nombre de contraintes à caractère sociologique, à caractère religieux, à caractère etc. Qui font que c'est pas très commode souvent. En atteste le rôle joué par le khalife général des Mourides dans les retrouvailles Wade Macky. Et là, c'est quelqu'un qui est issu de la gauche sénégalaise, de la gauche radicale, révolutionnaire, qui vous parle. Parce que le discours que nous avions à l'époque, nos partis ont été créés avant le PDS. À un moment, nous mobilisions plus que le PDS. Nous étions presque présents dans l'essentiel des secteurs. Mais le discours que nous présentions avait du mal à prendre au niveau des masses. Mais c'était dans la clandestinité. Non, même dans la légalité. Même quand les gens ont été dans la légalité, le discours a manqué de prendre. Et quand Abdoulaye Wade est venu avec un discours extrêmement simple, à hauteur du citoyen sénégalais, mais les gens tout de suite sont allés vers lui. Et je pense que un peu plus de modération, un peu plus de lucidité, un peu moins de colère, un peu moins de haine, un peu moins d'attitude crypto-personnelle, peut-être contribuerait à le crédibiliser, comme l'audience et les audiences que Wade lui avait accordées, lui avait fini de convaincre une certaine frange de la population sénégalaise que peut-être M. Sonko est fréquentable. Mais s'il continue dans ce radicalisme avec de probables ruptures avec le PDS et les autres partis, il risque d'aller vers une situation d'impasse. Oui. Après sa grâce, Khalifa Sall reprend ses tournées politiques, même si c'est dans les foyers religieux. Au final, on peut dire qu'il refait ce qui fâche de l'autre côté. Non, je crois qu'il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il a, en tant que citoyen, les possibilités de se déployer comme homme politique et de faire ce qu'il doit faire pour que son camp ou sa mouvance politique puisse se renforcer. Je crois que c'est normal, le Sénégal est une démocratie. Tout en continuant là où il s'était arrêté. Oui, non, je crois que là, ça ne gêne pas. Le Sénégal est une démocratie. On admet des courants qui ne sont pas les mêmes, des partis qui ne sont pas les mêmes, mais qui, dans le cadre du respect des lois, peuvent se déployer librement au Sénégal. Bon, tant que cela est dans le cadre des lois et des règlements,
il n'y a pas de problème. Donc je crois que les activités politiques de Khalifa Sall ne gênent aucunement. De l'autre côté, la majorité présidentielle ou d'autres partis sont en train de déployer. Vous m'avez informé tout à l'heure d'ailleurs qu'il y a un leader politique qui doit se faire une tournée en Casamance. Donc c'est normal. Oui. C'est le jeu normal de la démocratie. Tout de même, une épée de Damoclès plane sur sa tête parce que il a été gracié, Khalifa Sall, mais apparemment il va perdre ses droits civils et politiques à défaut d'une loi d'amnistie. Non, je crois que faut être optimiste. Je crois que au regard de ce que j'ai entendu le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, mon ami Aïmerou Gningue dire que en fait si le dialogue national aboutit à des conclusions comme quoi qu'il faut voter une loi d'amnistie, lui en tout cas en tant que président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et député, il est prêt avec son groupe à l'examiner avec beaucoup de bienveillance. Donc ça veut dire que je crois que les gens ne sont pas crispés et ils sont prêts à être ouverts pour que la situation... Il y a un peu de flexibilité dans le camp du pouvoir. Oui, je crois que dans le camp d'ici, il n'y avait pas de la flexibilité. Le président n'accorderait pas la grâce à des gens dont il est sûr que c'est de redoutables opposants. Et c'est presque les opposants aujourd'hui qui font partie des opposants les plus significatifs dans ce pays. Et donc si le président n'était pas animé d'une bonne volonté, il n'aurait pas en fait gracié Khalifa Sall. Et aussi avant, il n'aurait pas gracié Karim Wade. Et d'autres aussi qui étaient des co-détenus de Khalifa Sall. Oui. À la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Mbengue Ndiaye est annoncée pour remplacer Ousmane Tanor Dieng. De la sorte, êtes-vous d'avis qu'on est toujours dans la logique des quotas dans Benno Bokk Yakaar? Ah, vous savez, oui. Quotas, c'est un peu trop dire. Vous savez, quand vous avez des alliances politiques, la politique assez logique. Hein? Dans la politique, bien sûr, il y a l'intérêt général, mais il y a aussi l'intérêt partisan. Donc les gens, comme disent les Wolofs, kenn du fecc yàlla na dee. Donc le PS est l'un des plus grands alliés et les plus fidèles alliés et un des alliés les plus sûrs du président Macky Sall dans le cadre de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle. Donc je trouve normal, et surtout au regard du profil de Madame Aminata Mbengue, je profite de votre plateau d'air pour la féliciter. Au regard de son militantisme, au regard de sa fidélité, au regard de sa stabilité au plan politique et de ce qu'elle représente au plan politique. Je crois que nommer Madame Aminata Mbengue à la tête, et aussi en tant qu'homme d'État d'ailleurs, Aminata Mbengue est un homme d'État dans tous les départements ministériels où elle est passée, depuis le ministère de la Femme jusqu'à maintenant, elle a fait ses preuves. Donc je pense que c'est normal, aussi bien si vous raisonnez sur le plan politique que si vous raisonnez tout simplement par rapport à l'homme d'État qui est Aminata Mbengue, parce que je rappelle que la HCCT est une institution de la République. Ouais. Voilà. Depuis quelque temps, ça bouge dans l'Alliance pour la République de fil en aiguille. Est-ce que ce n'est pas la théorie du troisième mandat qui prend forme? Oh non, je crois que le président Macky Sall aujourd'hui a d'autres préoccupations que de parler ou d'ergoter sur le troisième mandat. Parce que vous vous souvenez que Macky Sall a prêté serment il n'y a pas 8 mois. Et il a été élu sur la base du programme Liggéeyal Ëllëg, fondamentalement centré sur le règlement de la question de l'emploi des jeunes, sur la question de la création de plus de richesses pour les Sénégalais, mais aussi sur la question de l'inclusion sociale, la lutte contre les inégalités, en un mot, la lutte contre la pauvreté. Et le président Macky Sall, d'ailleurs, a cru bon de devoir même proposer la suppression du poste de Premier ministre pour que les choses aillent plus vite. Parce que 5 ans pour un homme déjà qui a l'expérience de l'État qui est Macky Sall, c'est pas suffisant pour régler un certain nombre de problèmes. Donc il faut, par le fast track, aller très vite. Très vite dans quel sens? Dans le sens de régler les problèmes des Sénégalais, de répondre à leurs préoccupations, qui sont des préoccupations de plus d'écoles, de plus de santé, de plus d'eau,
de plus d'électricité, de plus de nourriture, de bonne qualité, de nourriture saine, de plus de logements de qualité et des logements sociaux, mais aussi de plus de connaissances, de plus d'épanouissement sur le plan sportif, sur le plan culturel, etc. Et le président Macky Sall aujourd'hui est tout tendu vers ça. Et je crois que hier, en Conseil des ministres, il a été retenu désormais la réforme totale du système de planification budgétaire. Oui, le budget programme. Avec le budget programme. On en parlera. Et voilà. Donc, mais à côté aussi... donc je crois que tout ça montre que le président Macky Sall aujourd'hui est tendu vers ça. Et aussi, pour ceux qui évoquent cette question, mais avant 2024, il y a les locales qui auront lieu bientôt. Il y aura ensuite les législatives. Donc, on ne peut pas sauter les objectifs. Un homme politique raisonne. Toute élection en cache une autre. Après la présidentielle, c'est les élections locales. Après les élections locales, c'est les élections législatives. En attendant, le président... Donc, au lieu de parler de présidentielle, aujourd'hui, surtout que déjà, avec la grâce qui a été accordée à Khalifa Sall et puis la réconciliation avec le PDS, il y a une nouvelle donne politique. Comme le président Macky ne connaît pas la date des élections, donc on va laisser cette question de côté. Parce que là, comme c'est lui qui a l'agenda en main, c'est lui qui maîtrise l'agenda républicain, on ne va pas épiloguer là-dessus. Non, c'est parce que le report des élections, souvenez-vous, c'est la commission politique du dialogue national qui a, sur la base d'un consensus, proposé le report des élections et ce qui a été accepté. Maintenant, je crois qu'il y aura un consensus à l'échelon de la classe politique, le temps de régler un certain nombre de questions aujourd'hui qui permettent de mieux définir les règles du jeu et de permettre à ce qu'il y ait des règles du jeu acceptées par tous. Je crois que les élections locales auront lieu bientôt et probablement peut-être qu'avant la fin de 2020. Avant d'y arriver, en supprimant le poste de Premier ministre, le président Sall pose un problème de coordination dans le gouvernement. Non, je vous ai dit, le président Macky Sall... Il y a des députés qui s'en plaignent. Oui, le président Macky Sall sait qu'il doit régler les problèmes des Sénégalais. Et dans ce cadre-là, il n'a pas beaucoup de temps. Et selon les éléments d'appréciation que le président Macky Sall a, parce que je rappelle que le président Macky Sall, avant d'être président de la République, a été Premier ministre, a été ministre, a été président de l'Assemblée nationale, donc, et président de la République. Donc, il n'y a pas un homme politique qui a le cursus d'homme d'État que Macky Sall a. Donc, ça signifie qu'il connaît l'État dans son fonctionnement, mais aussi dans ses blocages. S'il a cru devoir supprimer le poste de Premier ministre, c'est parce qu'il sent qu'il lui faut aller plus vite. Et je crois que l'adoption de ces budgets programmes et de la déconcentration de l'ordonnancement des budgets est un indicateur très important dans ce cadre-là. Mais pour moi, c'est un point de vue personnel, je pense que la suppression du poste de Premier ministre est une situation provisoire, transitoire. Comment qu'on risque peu ou prou de revenir au poste à de quelque premier. chose comme le poste de premier ou autre chose, mais qui permettrait d'avoir un échelon entre le président de la République et les autres niveaux de l'exécutif. Mais maintenant, c'est une question en fait d'avenir, parce que aussi nous sommes dans l'État depuis pas mal de temps, nous avons appris l'État, nous sommes des énarques, donc... Doit-on comprendre que voilà. ça n'a pas été une bonne chose de supprimer le poste de Premier ministre? Non, je ne le dis pas, parce que en tant que dirigeant, le président Macky Sall connaît l'État et il sait, par rapport aux exigences qu'il a et aux objectifs qu'il va atteindre, comment il doit faire sur le plan des dispositifs institutionnels pour aller un peu plus vite. Voilà. Mais je pense que cette situation, peut-être que serait une situation transitoire, peut-être qu'il pourrait être... on pourrait revenir à une autre situation. Oui. Vous ne voulez pas aborder la théorie du troisième mandat, mais vous allez commenter avec moi cette guerre de succession qu'il y a dans l'APR. Oui, bon, là, je crois que
guerre de succession, c'est trop tôt dire. Mais bon, je crois que je fais partie des gens qui pensent, parce qu'à l'époque, j'étais même à un moment, je pensais que peut-être il fallait mettre en place un mandat unique pour le président de la République. Mais je suis en train de me raviser grandement, parce que je me rends compte que dès que les gens pensent que vous allez finir, vous entamez un mandat que vous allez finir, ça crée des situations d'imbroglio extraordinaires, y compris dans les pays les plus avancés. On a vu le cas d'Obama aux États-Unis. Et on l'a vécu aussi, je crois, en France, avec, je ne sais plus quel président. Et parce que, autant au niveau de l'opposition, vous avez une attitude, mais surtout, c'est souvent votre majorité ou votre propre parti, en fait, qui vous crée des problèmes, parce que chacun pense que à celui qui peut-être pourrait il a le bon profil. pourrait faire la succession. Oui. Mais comme chacun dit que bon, c'est pas le moment, c'est pas une priorité, j'ose bien espérer que c'est pas en fait un bal masqué où chacun se masque le visage. Il y a des têtes qui émergent. Et danse et dit que peut-être je ne danse pas, c'est les autres qui dansent. Pour le moment, il y a des têtes qui émergent, à savoir Mamadou Makhtar Cissé, Mimi Touré. Non, ça c'est des têtes médiatiques, c'est la presse. C'est la presse qui dégage ses favoris. Il y a certaines institutions au niveau international ou groupes peut-être qui sont liés à tel groupe X, Y. Et c'est normal. Quand on milite, comme je vous dis, la militance en politique n'est pas désintéressée. Faire de la politique sans avoir des ambitions, c'est un non-sens. Oui. Donc les uns et les autres ont des ambitions, mais je crois qu'il est trop tôt pour aborder ce débat-là. D'autant plus que d'ailleurs, la question du mandat n'est pas encore, en tout cas du moins sur le plan juridique. Parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que sous l'empire de l'actuelle constitution, Macky Sall serait à son premier mandat. Parce que si je me réfère à la jurisprudence qui a été rendue, l'arrêt qui a été rendu par le Conseil constitutionnel concernant Abdoulaye Wade en 2012, mais aussi l'avis qui a été donné par le Conseil constitutionnel par rapport à l'arrêt du mandat à 5 ans ou sa poursuite sur 7 ans, je suis fondé à croire que sur le plan juridique, la question du mandat de Macky Sall n'est pas complètement réglée. Là, il va s'attendre au même sort que le président Wade. Non, c'est une... qui a été désavoué par le peuple sénégalais. Là, vous avez devant vous quand même le président du club Sénégal émergent. Et nous, notre cœur de métier, c'est la réflexion, c'est les idées. Donc, je ne peux pas m'empêcher de dire, en tout cas, il y a cette question-là. Parce que je parle de droit. Et tous les éminents juristes ont le même point de vue que moi sur cette question. Et l'engagement pris par le président Macky Quel engagement? À faire 2 mandats au lieu de 3. Mais l'engagement du président n'est pas au-dessus de la Constitution et des lois, non. Un pays, c'est la Constitution et les lois qui régissent un pays et qui règlent son fonctionnement et truc. Donc, quand quelqu'un est condamné, c'est parce que la justice l'a condamné. Le président ne peut pas condamner quelqu'un, non. Oui. Donc, nous sommes dans un état de droit. Et je pense que cette question mérite aussi réflexion. Oui, 3e mandat, 2e mandat, ceci, cela. Mais c'est une question aujourd'hui qui est posée. Oui. Et c'est le même Conseil constitutionnel qui est là. Et je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre... Parce que les arrêts rendus par le Conseil constitutionnel font jurisprudence. Comme on est en début de mandat, ce serait s'avancer un peu sur les choses en abordant cette thèse du 3e mandat. Vous l'avez évoqué tantôt. Non, ça, les gens qui le font pour faire une communication négative par rapport au président. C'est-à-dire imposer un débat qui nuirait à la lisibilité et à la visibilité des actions et réalisations du président Macky Sall. Mais heureusement que le président Macky Sall est un homme politique extrêmement avisé. Et vous avez vu aujourd'hui l'action non seulement qu'il est en train de déployer, mais aussi même en termes de communication. Il y a de plus en plus une inversion du rapport des forces aujourd'hui en termes de communication. Quand Macky était élu, au début, il y avait on avait l'impression que la majorité avait disparu en termes de communication. Oui. Mais depuis quelque temps, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une inversion. Oui. Donc, de ce point de vue, vraiment, soyez rassurés. Et nous ne serons pas pris au piège de ce qui est arrivé à Abdoulaye Wade, qui à un moment avait cru que peut-être que
tout le Sénégal était à ses pieds, que les Sénégalais ne prendraient jamais certaines habitudes, jusqu'à ce que le 23 juin survint un jour. Ah oui, voilà. Le président Wade était trop confiant. Mais bien sûr, à l'époque. Non, mais nous étions très proches du président Wade. Je vous ai dit, j'ai été conseiller du président Wade, j'ai été conseiller spécial du Premier ministre, et à l'époque, c'est le Premier ministre qui était le directeur de campagne de Wade. Ouais. Donc ça veut dire que j'en sais beaucoup, un peu sur ça, parce qu'on avait plus ou moins mésestimé la campagne de communication négative qui était déployée par l'opposition d'alors. Il a été surpris donc. Nous tous, nous avons été surpris à l'époque. Voilà. Donc, et je crois qu'il faut savoir tirer les leçons du passé. Oui. Intéressons-nous à l'économie. En matière de finances, un budget programme pour l'État et ses démembrements se prépare dans l'exercice budgétaire 2019-2020. Les systèmes de contrôle ont-ils assez de moyens pour faire convenablement leur travail? Oui, bon, d'abord, je crois qu'il faut saluer l'instauration de ces budgets programmes. Et, parce qu'il y a deux aspects. Oui. Il y a l'institution, la généralisation, parce qu'il y avait quelques ministères qui avaient commencé à expérimenter la mise en œuvre des budgets programmes. Je crois que c'était entre 3 et 5 ministères, les grands ministères. Aujourd'hui que cela est généralisé, je crois que c'est presque une réforme, pour ne pas dire une révolution, sur le plan de l'exécution budgétaire. Il y a un autre aspect aussi important, oui. Budget programme, mais aussi la déconcentration de l'ordonnancement du budget. Ce n'est plus maintenant le ministre des Finances qui est presque l'ordonnateur de tout puissant qui ordonne les budgets de tous les au niveau de l'exécutif, mais chaque ministre, et même les gestionnaires de programme vont désormais ordonnancer le pays. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que oui. Nous allons passer d'une gestion d'un budget de moyens vers un budget de résultats. Ça veut dire que maintenant, pour chaque ministère, les programmes et projets déclinés par le président Macky Sall dans son programme de campagne et dans le PSE2 vont être désagrégés au niveau des différents ministères, déclinés sous forme de programmes et de projets, et le budget va être distribué sur cette base. Avec maintenant des objectifs précis, avec des moyens conséquents dégagés, avec aussi des indicateurs de performance qui permettraient de manière régulière à d'abord évaluer les gestionnaires de l'État sur cette base. Vous voyez que ça, c'est vraiment une révolution. Et là, si on dit il va falloir supprimer 1000 abris provisoires durant, par exemple, l'année, je prends un exemple fortuit comme ça, oui. Durant l'année 2020, quand le ministre de l'Éducation viendra à l'Assemblée, mais le député saura que dans le cadre du budget programme, pour ce qui concerne les abris provisoires, l'objectif c'était d'atteindre la suppression de 1000 abris provisoires. Oui, mais les corps de contrôle... Et ainsi de suite pour la santé, oui. Ainsi de suite pour comment ça s'appelle, le logement, etc., etc. Et les corps de contrôle, ils auront maintenant, bien sûr, parce que d'abord le meilleur contrôle n'est pas le contrôle ex post, c'est-à-dire le contrôle quand tout est terminé. Mais le meilleur contrôle est le contrôle qui se fait durant l'exécution du programme et du projet. Ça veut dire que c'est le contrôle par étape, ouais. C'est le suivi-évaluation. Parce que là, l'objectif du contrôle est moins la sanction. Parce que dès qu'on parle de contrôle, les gens pensent sanction. Alors que l'objectif du contrôle, c'est d'abord de pouvoir rectifier, de mieux faire, de réajuster pour aller vers les objectifs qui ont été fixés. Et au niveau du dispositif qui a été mis en place dans le cadre de cette nouvelle politique d'exécution du budget. Oui. Qui n'est pas nouvelle d'ailleurs. Non, elle n'est pas nouvelle, oui, mais... Ça a été concocté depuis 2010-2011. Non, ça c'est à l'échelon des pays de l'OADA et aussi la transmission au niveau des pays de l'UEMOA. Donc le Sénégal a été lent dans l'exécution de ce programme. Non, mais vous savez, le Sénégal est un pays où les gens ont de longues traditions administratives. Et vous savez, l'administration est un mastodonte.
vous vous précipitez pour faire certaines réformes, ça casse ou ça ne passe pas. Parce que l'administration va résister. Donc le Sénégal a adopté une démarche de prudence, une démarche test. Donc on a commencé par tester à partir de quelques ministères, avant d'arriver maintenant à la conclusion qu'il est temps maintenant de généraliser. Et je crois que ça, c'est vraiment une véritable révolution. Maintenant, pour ce qui concerne les corps de contrôle, je crois qu'il n'y a pas à se précipiter. Je crois que de plus en plus, des institutions comme la Cour des comptes, comme l'IGE, l'OFNAC, etc., vont faire le travail, qui sont en train de le faire. Oui. Mais je crois que de ce point de vue-là, il y a quelques réformes aussi à envisager. Et je crois que dans le cadre même de notre club, nous avons fait une réflexion pour aller des propositions vers là. Parce que nous, à notre niveau, à notre sens, le Sénégal aujourd'hui est confronté à presque 3 grandes questions. Lesquelles? La première question, c'est la question du régime politique. Il faut qu'au Sénégal, nous soyons d'accord qu'on établisse un consensus fort sur au moins quel régime politique veut la majorité des Sénégalais. Est-ce que nous voulons un régime de type présidentiel? Est-ce que nous voulons un régime de type parlementaire? Est-ce que nous voulons un régime de type mixte? Etc. Parce que vous voyez, aux États-Unis, depuis 1776 jusqu'à maintenant, le régime politique a très peu changé. Vous fussiez-vous anti-système ou tout ce que vous voulez, vous arrivez au pouvoir, il y a des choses que vous n'osez pas toucher, que vous ne pouvez pas toucher. Et depuis qu'il y a eu la première alternance jusqu'à maintenant, chaque régime qui vient avec sa constitution, vient avec ses institutions, vient avec ses lois. Est-ce qu'une démocratie qui se veut stable, qui va atteindre un certain nombre d'objectifs, doit continuer à fonctionner de cette manière? Et ça me permet de dire que le dialogue national, au-delà des aspects politiques qui vont être discutés, doit discuter des questions essentielles, comme ces questions liées au régime politique. La deuxième question, c'est les questions liées aux institutions. Quelle institution il faut au Sénégal? Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, nous avons le HCCT, nous avons le Conseil économique et social, nous avons le Conseil national du dialogue des territoires. Nous, au niveau de l'élection, nous pensons que ça doit être une seule et même structure. Parce qu'en vérité, c'est le Conseil économique et social dont les missions étaient là. Mais nous disons même, il faut aller au-delà de la République. Parce qu'au lieu de créer même, nous appelons à créer ce que nous appelons, nous, un Conseil de la Nation. Ça veut dire, au lieu d'un conseil qui, au-delà des structures et institutions étatiques, républicaines, va prendre en compte un certain nombre de structures et de composantes sociologiques, culturelles, comme par exemple les autorités religieuses, les autorités coutumières, ce qu'on appelle un peu les sociocultures. Parce que ces gens ont une légitimité dans ce pays que personne ne peut contester. Donc, comment faire dans le cadre de nos réflexions pour les intégrer, pour avoir leur avis, leur point de vue, et pour les tenir en compte dans le cadre des conseils. Parce que le Conseil de la Nation dont je parle est une institution consultative qui conseille le président de la République et les différentes institutions. Et il ne devrait pas, en fait, les grandes lois, les grandes réformes dans un pays ne doivent pas se faire sans avoir l'avis essentiel d'une structure comme ce Conseil de la Nation que nous proposons. Par exemple, pour le dialogue national, par exemple, nous pensons que le dialogue national, le Sénégal est un pays de dialogue. Le président Senghor le disait, mais il faut paix à son âme, je le conforte. Parce que le Sénégal est un pays particulier. Nous préférons dialoguer que faire autre chose. Et le dialogue, donc, comme le dialogue national, doit être même aujourd'hui constitutionnalisé. Nous pensons qu'à des étapes régulières. Il y a une journée consacrée au dialogue. Non, c'est là où je viens. J'ai dit désormais, à partir du moment où on a constitutionnalisé le dialogue national, on va investir une autorité de la République des pouvoirs et missions de convoquer le dialogue national. Que ça ne soit plus maintenant convoqué par le président de la République, mais qu'il y ait une institution. Et nous pensons que peut-être on pourrait aller vers la création de ce que nous appelons le médiateur de la République
du dialogue national et social. Il y a un médiateur de la République. Bien sûr qu'on élargisse ses missions. Qu'on élargisse les missions, non seulement avec le dialogue national, mais aussi le dialogue social. Parce que même pour le dialogue social, quand il faut... Au conseil du dialogue social. Dans le souci de rationalisation, dans le souci d'économie, dans le souci aussi, surtout, de crédibilisation de nos structures. Parce qu'une structure, des fois, qui n'est pas acceptée par le peuple, a des difficultés pour avoir l'efficacité requise. Donc, il faudrait que nous, hommes politiques, hommes d'État, oui, nous donnions au peuple sénégalais l'espoir que, comme ils disent, les politiciens ne sont pas là uniquement que pour se servir, mais qu'ils sont là pour servir le peuple. Oui. Et qu'ils ne taillent pas des institutions et des structures à leur mesure. Oui, après le choix du régime politique et des institutions, quoi d'autre? L'autre aspect, c'est, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a d'autres propositions, mais je vais vous donner celles qui me semblent être les plus saillantes. Oui. La dernière que je voudrais évoquer, c'est, vous savez, l'IGE, vous parliez du contrôle. Oui. L'IGE, l'Inspection générale d'État, s'occupe du contrôle administratif. La Cour des comptes, principalement, fait le contrôle juridictionnel. Nous pensons qu'à l'instar de certains pays, par exemple la France et d'autres pays, l'ensemble de ces missions peuvent être fondues au sein de la Cour des comptes, qui relève désormais de l'ordre judiciaire. Est-ce que vous voyez? Oui. Et que maintenant cette Cour des comptes, fusionnée avec l'IGE qui devienne la grande Cour des comptes, va maintenant avoir des chambres régionales de la Cour des comptes. De telle sorte que maintenant le contrôle ne va plus se limiter à Dakar et à ses environs, mais que dans chaque portion du territoire sénégalais, toute personne investie d'une mission publique ou démembrement de l'État, etc., oui, c'est que dans le courant de l'année, il sera visité par les corps de contrôle. Donc, en plus du rapport national de la Cour des comptes, nous aurions des rapports des chambres régionales de la Cour des comptes. Parce que la bonne gouvernance aussi est une dimension fondamentale de la politique au niveau de nos pays. Et je crois que ces questions aussi, oui, méritent d'être discutées et approfondies au niveau du dialogue. Donc vous voyez que l'aspect politique du dialogue national n'est pas même l'aspect le plus fondamental. Parce que c'est un aspect peut-être que je peux appeler moyen. Ça permet de régler les règles du jeu entre les acteurs politiques, oui, mais surtout de rationaliser notre système politique. Oui. Voilà. Bon nombre d'économistes affirment qu'on est dans un ajustement structurel qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui devrait l'expliquer? Non, là, je crois que les gens se trompent. Peut-être qu'ils ont la nostalgie de l'ajustement structurel, mais des gens comme moi qui, oui, entre 25 et peut-être 40 ans, ont vécu l'ajustement structurel, je crois qu'ils en ont un très, très, très mauvais souvenir. Parce que il y a ajustement structurel quand un pays, oui, a des problèmes d'endettement extérieur, un endettement extérieur excessif. Un pays qui connaît une inflation galopante. Oui. Un pays qui connaît un déséquilibre macroéconomique extrêmement important, que l'ensemble des agrégats macroéconomiques pour l'essentiel, en particulier le déficit budgétaire, le déficit du compte courant, etc., soit à des niveaux qui ne sont pas supportables. Pour un budget de 4 000 milliards, on a une dette de plus de 7 000 milliards. Non, de toute façon, là, je termine là-bas. Oui. Et je dis, un pays qui est dans cette situation-là, depuis le consensus de Washington, entre le G7 et les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, des programmes d'ajustement structurel avaient été élaborés. Et là, en ce moment, c'était principalement pour faire face à la situation des pays d'Amérique latine à l'époque. Le Brésil et l'Argentine et le Mexique principalement. Bien sûr, à l'époque aussi, il y avait les pays africains. Ouais. Et la conséquence de cela, c'est quoi? C'est un pays qui va opérer ce qu'on appelle une austérité, des programmes d'austérité, une privatisation des entreprises publiques, une libéralisation et, in fine, une dévaluation de la monnaie. C'est ce qui est arrivé en 1994 au Sénégal.
On n'en est pas Aujourd'hui, le Sénégal est très très loin de cette situation. Le Sénégal ne connaît pas de difficultés de paiement extérieur. Le Sénégal n'est pas surendetté. Le niveau de la dette du Sénégal, le ratio 54%, est en deçà du ratio limite fixé au sein de l'UEMOA qui est de 70%. Le Sénégal accède facilement et librement au marché financier. Le Sénégal a une bonne signature. Le Sénégal a quelques difficultés conjoncturelles de paiement au niveau intérieur, particulièrement dû au secteur de l'énergie, avec les fortes subventions qu'on a eu à faire pour maintenir les prix des produits pétroliers à leur niveau, mais aussi au niveau du secteur des BTP, où effectivement, pour assurer la croissance... Pour l'énergie, on a eu une baisse du baril au plan mondial durant des années. Non. Peut-être que ça... Non, le prix du baril a augmenté. Oui, a augmenté récemment. Et aujourd'hui... Entre 2018 et 2019, il faut l'admettre. Non, le prix du baril a monté de telle sorte qu'il y a eu un ajustement très léger. Et au niveau du BTP, c'est tous les programmes de route. Et le cumul depuis 2012, le cumul depuis 2012. Le cumul de quoi? Du prix du baril qui a baissé. Non, là vous faites je raisonne par rapport moi au budget. Oui. Et vous savez que le budget, c'est une question qui touche 1 an maximum. Et de ce point de vue-là, l'État du Sénégal, il faut saluer son action parce que l'État a été très préventif en termes d'anticipation, un peu de ce qu'on a appelé les tensions budgétaires. Parce que dès qu'on a senti qu'il allait y avoir des moins-values sur le plan budgétaire, l'État a anticipé et on a voté la LFR 1 et cela a permis non seulement de réduire le budget de un peu plus de 83 milliards, mais aussi de faire des coupes sur un certain nombre de rubriques qui n'étaient pas essentielles, afin de permettre à l'État de maintenir le déficit budgétaire à 3%. Et le Sénégal est à un niveau de déficit budgétaire de 3%, et nous avons un taux d'inflation qui ne dépasse pas les 2%. Oui. Donc un pays qui est en ajustement structurel ou qui est presque en veille de... Parce que les pays qu'on disait en ajustement structurel étaient presque... Bon, on ne le dit pas de l'État. Si c'était une entreprise, on dirait que l'entreprise est en cessation de paiement. L'entreprise ne peut pas faire face à ses échéances devant ses créanciers et ses fournisseurs. Mais le cas de l'État du Sénégal est très loin d'être ça. Et pour le BTP, comme pour le secteur pétrolier, d'ici la fin de l'année, en principe, l'essentiel des dettes devront être en principe apurées. Et n'oubliez pas quand même que nous attendons du pétrole d'ici 2022 et du gaz, les recettes issues du pétrole et du gaz. Oui, avant Donc, de terminer... un pays comme cela ne peut pas être... Et ensuite, surtout que l'endettement a été utilisé pour financer les projets qui répondent aux préoccupations des Sénégalais en matière d'infrastructure, en matière de routes, en matière d'écoles, en matière d'universités, en matière de centres de formation, et encore que sais-je encore. La Sonacos SA est-elle en bonne forme? Oui, actuellement. Bon, parce que le directeur général... en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, le processus de restructuration et de recapitalisation de la Sonacos est quasiment terminé. Donc, le conseil d'administration qu'on tiendra dans le courant vers la fin du mois validera définitivement le plan de restructuration et de recapitalisation de la Sonacos. Et les difficultés? Maintenant, il y a difficultés parce que quand on est arrivé à la Sonacos en 2016, Pabdien et moi, la Sonacos, les 5 usines étaient à l'arrêt. La Sonacos avait acheté 7000 tonnes d'arachide. La Sonacos ne vendait plus d'huile raffinée sur le marché national. Et la Sonacos ne participait presque plus aux campagnes de commercialisation agricole. Aujourd'hui, non seulement la Sonacos collecte en moyenne un peu plus de, à peu près, on n'est pas loin de 200 000 tonnes par an en termes d'arachide. Nous payons les salaires tous les mois. Nous n'avons jamais eu de défaut de paiement des salaires des travailleurs de